bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ce soir, Annie Chapelier, vous êtes vice-présidente de la commission et députée du Gard. Jean-Philippe Vuillet, vous êtes professeur des universités en médecine nucléaire. Qu'est-ce que vous avez appris durant cette mission que vous ne saviez pas déjà et que vous allez écrire dans votre rapport, celui que vous allez remettre donc, au Premier ministre à la fin du mois? Je m'adresse d'abord à vous, Annie Chapelier. Merci. Qu'est-ce que nous avons appris? Beaucoup de choses. Il faut remettre les choses dans le contexte. Lorsque cette commission a été mise en place, nous devions travailler pour l'amélioration de la loi Morin. Et notre présidente, Lana Tetuanui, a vraiment fait valoir qu'il était nécessaire que nous nous rendions sur place en Polynésie. Et effectivement, toutes les rencontres que nous avons faites et toutes les personnes que nous avons pu voir nous ont énormément apporté. Nous avons surtout pu prendre en compte et peut-être mesurer la souffrance et la frustration qu'il y a eu ici en Polynésie suite aux effets ce qui est ressorti nucléaires. Notamment de vos réunions publiques à Rikitea et à Tureia, c'est que ceux qui souhaitent être indemnisés ont du mal à constituer leur dossier, à la fois administratif et médical. Est-ce qu'on peut envisager la création d'un guichet unique ? Cela fera partie de nos propositions, tout à fait. C'était quelque chose que l'on avait déjà commencé à ébaucher lorsque nous étions en métropole, mais qui ici a pris sa pleine signification et c'est quelque chose d'absolument indispensable. Le risque négligeable a été supprimé, Jean-Philippe Vuillet. C'est ce qui a fait décoller, je le disais, le nombre d'indemnisations parce qu'il n'y en avait eu que 11 entre 2010 et 2017. Si on est objectif et si on dépassionne le débat, est-ce que c'est une démarche scientifique de demander à être indemnisé lorsque le risque qu'il y ait eu un lien entre la maladie et les essais nucléaires est inférieur à 1%, finalement? Alors, c'est une question évidemment très difficile et on comprend que les gens aient mal perçu la première approche du CIVEN parce que vous demandiez ce qu'on avait appris en venant ici. Moi, personnellement, j'ai appris qu'on ne pouvait pas traiter le problème que sur le plan médical. Et le changement méthodologique radical qui a consisté à supprimer cette notion de risque négligeable, en fait, consiste à sortir d'un raisonnement purement médical. Ce cancer est-il dû ou peut-il être dû à une irradiation pour prendre le problème dans toute sa complexité, dans toute sa globalité, et d'intégrer la dimension humaine et la souffrance liée à bien d'autres choses que les seules maladies. Et donc la nouvelle approche du CIVEN permet de réserver aux victimes du nucléaire, mais d'une façon beaucoup plus humaine. Et là où la science a échoué, finalement, on a des critères maintenant qui sont beaucoup plus globaux. Il y a des conditions, malgré tout, pour être indemnisé, avoir résidé en Polynésie entre 66 et 98 et souffrir, bien sûr, de l'une des 21 maladies radio-induites qui figurent sur la liste. L'association 193 demande aujourd'hui que cette liste soit rallongée et que la date limite de 1998 disparaisse. L'association 193 qui portera plainte désormais à chaque fois qu'un dossier sera rejeté. Cela devient une indemnisation obligatoire, finalement. Le CIVEN n'a plus vraiment lieu d'être dans ce cas, Annie Chapelier. Si l'on suivait les recommandations de 193, effectivement, le CIVEN n'aurait plus lieu d'être. Mais là n'est pas vraiment la question. Il s'agit d'une part d'écouter ce que nous avancent les associations, mais cela ne veut pas dire les entériner. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de quelque chose qui serait profondément injuste, puisque cette indemnisation, elle doit être réservée aux personnes. Il le réclame ici pour tous les malades qui ont été soignés à l'hôpital et qui ont été malades d'un cancer. Oui, mais là, encore une fois, on rejoint cette forme d'injustice, car tous les cancers ne sont pas dus aux faits nucléaires. Jean-Philippe Vuillet, qu'est-ce que vous avez pensé de l'étude publiée au mois de janvier dernier, qui avait fait polémique ici, qui a été réalisée par un pédopsychiatre sur la contamination transgénérationnelle au Tuamotu? Est-ce que vous lui avez accordé du crédit à cette étude? Alors je ne vais pas me singulariser par rapport à l'ensemble de la communauté médicale et scientifique, qui, je crois, est assez unanime pour dire qu'il y a plus que des faiblesses dans cette étude. Certains de mes collègues refusent d'ailleurs de la qualifier d'étude. Et donc les conclusions ne peuvent pas être retenues. En revanche, c'est quelque chose qui a le mérite de soulever un certain nombre de questions qui méritent des réponses. Mais il faudra, je pense, et ça a été proposé au cours de notre travail, là, d'initier, mais à partir du pays polynésien, d'initier une étude épidémiologique
bien faite, construite avec des Ici, experts en Polynésie, on internationaux, pourra ici avoir en Polynésie, cette étude. pour répondre de manière rigoureuse. Dernière question rapidement, Annie Chapelier, que tout le monde puisse de nouveau se rendre sur l'atoll de Mururoa fait partie des demandes de la population, d'une partie de la population en tout cas. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de crier à la contamination et de vouloir retourner sur le lieu du crime finalement ? C'est paradoxal si c'est la même personne, effectivement, qui argumente ces deux aspects. Mais il est certain qu'il y a un fantasme qui se crée sur la sanctuarisation de Mururoa. Donc, il nous a paru essentiel, surtout après nous y être nous-mêmes déplacés et avoir pu constater qu'effectivement, il n'y a aucune mesure de protection particulière qui est prise par les personnels travaillant sur place, qu'on a pu accéder à tous les sites, même ceux des essais atmosphériques. Pourquoi les autres ne le font pas ? Voilà. Il y a un besoin militaire de protéger ce lieu car il y a eu des essais militaires et donc on doit se protéger aux yeux des autres pays, mais rien n'en empêche désormais l'accès et c'est quelque chose qui peut être très fort sur le plan de l'enseignement, de l'éducation et de la compréhension du fait nucléaire. Annie Chapelier et Jean-Philippe Vuillet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.